Coronavirus donna an ka Mali kɔnɔ. Bana in bɛ ka maliyɛnw faga. An ka furakɛli kɛbagaw, bana in ɲɛsinnen bɛ olu de fɔlɔfɔlɔ ma. An ka furakɛbagaw, olu mago bɛ masque la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw mago bɛ blouse la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw mago bɛ gants na ka don u bolo la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw u mago bɛ gel hydroalcoolique la ka to k'u tɛgɛ sanango sanga ni waati. An ka furakɛbagaw mago bɛ test la ani baara yɛrɛ tɛ taa minɛ minnu kɔ walasa ka mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni bana b'u la ani k'u furakɛ. Fo an ka wulikajɔ de kɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an ka furakɛbagaw ka minɛn d'u ma u k'u yɛrɛ lakanda ani u ka se ka baara kɛ ni minɛn mun ye. Banabagatɔw ni furakɛlaw olu tɛ se ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ a ɲinilen don population fɛ cogo mun na. Furakɛyɔrɔw tɛ se ka labɛn ɲuman sabati ni minɛn ninnu ma di u ma. Ni lakana minɛn ma di an ka furakɛbagaw ma u tɛ se ka banabagatɔw kunbɛn ni k'u furakɛ. N'an b'a fɛ ka banakisɛ in k'an cɛ janya la ani k'an ka banabagatɔw k'u ladon ko ɲuman kɔnɔ, fo an ka wulikajɔ de kɛ walasa minɛn ɲuman ni lakanana ɲuman ka di an ka furakɛbagaw ma dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Nin ye ladilikan ye ka bɔ RP Media ka kunnafoniso fɛ k'a lase aw ma. Bonjour à tous, bienvenue sur RP Media. Ce soir, on va parler de coronavirus une énième fois. Et aujourd'hui, on a Boubacar Salif Traoré avec nous qui va nous donner son expertise, son analyse de la situation. Par rapport au coronavirus, les experts du Quai d'Orsay redoutent le coup de trop qui déstabilise l'Afrique. Donc, une note de recherche du Centre de réflexion du ministère des Affaires étrangères françaises alerte sur la vulnérabilité politique des États africains face à l'onde de choc de la pandémie du coronavirus. Ils vont même à dire que cette onde de choc pourrait déstabiliser certains pays au point de créer une alternance dans certains pays. Donc, pour disséquer du vrai et du faux, pour analyser tout ça, nous avons notre cher ami Boubacar Salif Traoré, que je ne vais pas vous présenter parce que vous l'avez déjà vu officier plus d'une fois sur RP Media. Bonjour Boubacar. Bonjour Yaya. Comment ça va? Ça va et toi? Et le confinement? Bon, on essaye de gérer au mieux. Est-ce que tu respectes tout ce qui a été dit? Moi, je suis respectueux des lois. Très bien. C'est vrai que je te connais en tant que quelqu'un qui respecte la loi. Exactement. Tu as beau être un Traoré, mais tu respectes la loi. Exactement. Voilà. Et donc, il y a eu cette note du ministère des Affaires étrangères françaises sur ce qui pourrait arriver par rapport à la pandémie du coronavirus en Afrique. Avant de te laisser parler, je voudrais quand même situer un peu les choses en ce moment. C'est-à-dire qu'en Europe, aujourd'hui, la France est le 3e pays le plus touché. Il y a plus de décès dus au coronavirus en ce moment en France que le nombre de contaminés en Afrique. Il y a aujourd'hui une défiance, c'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance entre les administrés qui ne sont pas d'accord avec la façon dont l'exécutif français a géré cette crise-là depuis le début du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, en ce début d'avril. Alors toi, quand tu as appris cette note du Quai d'Orsay, qu'est-ce que ça a inspiré chez toi? Bon, je te remercie de revenir sur la question parce que à chaque fois, à chaque crise, on a à peu près le même scénario. On a des États africains qui sont mis défavorablement au devant de la scène, et principalement par la France. C'est vrai que l'Afrique a moult problèmes, ça c'est connu de tous, et les Africains tentent de gérer leurs problèmes tant bien que mal. Mais je pense que nous sommes à une période très délicate. Je pense que
C'est une période qui va apporter de grands bouleversements et sans doute une période cruciale pour notre génération. Une crise dont l'ampleur est mondiale et qui risque de nous marquer pendant de très, très longues années. Face à cette situation, il y a bien évidemment beaucoup de réflexions qui ont été émises. Ces réflexions vont du domaine politique, en commençant par déjà le domaine sanitaire, domaine politique, domaine économique, domaine social, et on essaye d'évaluer les conséquences. Il se fait qu'effectivement, dans chaque département ministériel, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a des centres de recherche qui essayent de faire ce qu'on pourrait appeler de la prospective, en essayant d'imaginer ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, vous l'avez cité, il y a cette note qui a été émise par le Centre de recherche et de prospective du ministère français des Affaires étrangères qui décrit le scénario du pire. Ce qui est regrettable, c'est que assez souvent, c'est toujours la France qui sort justement avec ces nouvelles qui sont défavorables à l'Afrique. Moi, j'aurais bien voulu qu'on ait une approche plus positive de la situation, qu'on essaye justement de regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le chaos politique qui pourrait s'ajouter au chaos sécuritaire qui est déjà en place, en plus du chaos sanitaire. Quand on va jusqu'à imaginer le scénario du pire, on ne se positionne pas en tant qu'apporteur de solutions. On se positionne plutôt en tant que catalyseur justement de la problématique. Mais ce qu'on peut aussi regretter, c'est qu'au sein des structures africaines, qu'il n'y ait pas de centres de recherche performants. Il y a des centres qui existent, notamment au sein de certains départements. Je pense au Centre d'études diplomatiques et stratégiques du Mali, logé au sein du ministère des Affaires étrangères, qui auraient pu, à leur tour, pas en tant que réponse, mais aussi imaginer sur le futur du continent africain et aussi voir les relations que ce continent peut avoir avec notamment l'Europe et les États-Unis d'Amérique, principalement dans le futur, sans oublier les autres nations. J'ai rédigé un papier qui va dans ce sens. Quand on regarde aujourd'hui la situation, je pense que la déstabilisation au niveau de l'Europe est beaucoup plus à craindre que la déstabilisation au niveau de l'Afrique. C'est ça le véritable paradoxe. Parce que, quelque part, la plupart des États européens, et tu l'as si bien rappelé, sont vraiment dépassés par la situation. La France est le troisième pays européen le plus touché. Mais quand on regarde en termes de dette, la plupart de ces États-là ont explosé leur dette. Le PIB de la France, le taux du PIB de la France en faisant allusion à la dette dépasse les 100%. L'Italie, je n'en parle même pas, l'Espagne aussi. Donc, il y a déjà une crise de la dette qui est là. Et ensuite, au sein de l'Union européenne, il y a une division entre certains pays d'un côté et d'autres pays menés par la France, c'est-à-dire il y a des pays menés par l'Allemagne d'un côté et des pays menés par la France de l'autre côté, qui sont très divisés sur la gestion de cette crise-là. Donc, je pense que l'Europe a vraiment ses propres problèmes et elle doit réfléchir avant tout à apporter tout de suite la solution au niveau africain en s'appuyant justement sur les expériences africaines déjà. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais avant tout de faire jouer la solidarité internationale plutôt que de décrire un scénario du pire. Merci pour cette première réponse. Notre ami Toto Diarra avait dit dans une situation que c'est lui qui prétend te protéger a d'abord besoin que tu aies peur. Et cette note-là du Quai d'Orsay fait suite à au moins 2 interventions du président français, à savoir une première qui disait que pour combattre le coronavirus de façon définitive sur le sol européen, il faut commencer par aider les Africains à combattre le coronavirus chez eux. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, c'était avant-hier pour être plus précis, le président français s'est entretenu avec une dizaine de chefs d'État africains au sujet de l'aide à apporter à l'Afrique pour combattre le coronavirus. Et donc, quand cette note-là sort de cette façon-là, est-ce que finalement, ça ne rejoint pas la citation de Toto Diarra qui dit que c'est lui qui prétend te protéger a d'abord besoin que tu aies peur. On sait aujourd'hui que les Africains s'informent exclusivement par des canaux français tels que Radio France Internationale, France 24, ou même aujourd'hui, ils ont accès
au mainstream français, c'est-à-dire BFM, TF1, etc. Et donc, quand on véhicule ce genre de propos, ce genre de réflexion, est-ce que finalement, ce n'est pas pour conditionner les Africains à avoir peur et ensuite apporter l'aide quand on sait que l'aide, depuis que les États africains existent, l'aide n'a jamais permis à un pays de se passer de l'aide? Bon, tu sais, déjà, on est dans une situation où la paix, elle est là, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, la paix, elle est là parce que on est tous conscients que la situation n'est pas maîtrisée et surtout qu'il n'y a pas de remède. Donc ça suffit largement, justement, à avoir peur. Ensuite, moi, je suis contre le mot aide. Nous sommes dans une relation d'interdépendance. Je pense que de plus en plus, l'Europe a besoin de l'Afrique comme l'Afrique a besoin de l'Europe. C'est une relation d'interdépendance. Et donc, cette image, à l'occasion de chaque crise, qui consiste à montrer des Africains, entre guillemets, incapables de trouver la solution et en attente d'aide venant de l'extérieur, je pense que c'est quelque chose dans laquelle il ne faut pas prospérer. Il a été souvent dit que les réseaux France-Afrique, les postures paternalistes vont cesser pour essayer d'avoir une relation équilibrée. Et je pense que à chaque crise, c'est l'occasion de démontrer qu'il y a possibilité de construire une relation équilibrée. Moi, ce que je regrette le plus, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème, l'Afrique n'est jamais vue comme un continent pouvant apporter des solutions. Alors que, en donnant un peu de chance à nos chercheurs, parce qu'il y a des chercheurs en Afrique, il y a des soigneurs traditionnels, il y a un réseau très important de connaisseurs qui existent, mais l'Afrique n'est jamais mise au devant de la scène en tant que continent pouvant apporter de la solution. Ça n'effleure même pas l'esprit des uns et des autres, y compris des Africains eux-mêmes. Et moi, je veux qu'à l'avenir, que les Africains puissent se dire, à chaque fois qu'il y a une crise, de dire, attendez, d'abord, nous allons nous-mêmes réfléchir à certaines solutions. Peut-être on ne le sait jamais, peut-être que le remède au coronavirus se cache dans une brousse africaine ou dans un laboratoire africain. Mais si d'emblée, on entre dans le jeu en se disant, bon, il faut aider l'Afrique, je pense que ce n'est pas quelque chose de viable. Ensuite, cette peur-là qu'on veut susciter chez les Africains ne va pas régler la situation. Les Africains ont vécu Ebola. Ebola est passé dans plusieurs pays. Et moi, d'ailleurs, ce que je regrette le plus, c'est que ces pays-là ne semblent pas avoir tiré les leçons de la gestion de Ebola. Et les pays sahéliens, en premier, sont des pays qui sont naturellement exposés à des épidémies, aux épidémies. Et donc, ces pays-là devaient être préparés à une éventuelle épidémie. C'est vrai que l'onde de choc du coronavirus COVID-19 a dépassé toutes les attentes, mais on devrait avoir au minimum une certaine préparation pour faire face à cette pandémie. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la France doit plutôt chercher à apporter un soutien, mais un soutien dans le respect. Quand on réunit une dizaine de chefs d'État et qu'on expose à tout va aide en direction de l'Afrique, je pense qu'on sort du cadre du respect et on sort du cadre de la volonté d'apaiser la situation. Parce que tout simplement, n'oublions pas que la France est beaucoup engagée en Afrique, depuis l'intervention en Libye jusqu'à la mise en place de l'opération Barkhane, sans oublier le programme de développement économique, la France est très engagée en Afrique. Donc, il faut qu'en termes de relations, la crise soit l'occasion aussi pour chacun d'apporter son soutien, mais dans le respect et en toute responsabilité. Boubacar Salif Traoré, très concrètement, en quoi aujourd'hui la France pourrait aider l'Afrique, puisque la France elle-même, elle manque de tout ce dont l'Afrique pourrait avoir besoin pour combattre ce fléau-là, cette pandémie. Au début de la crise, il y a eu un déficit de gel hydroalcoolique. Il y a toujours un déficit de masques. Il y a toujours un déficit de blouses. Il y a toujours un déficit de combinaison de tout le personnel de santé qui veille, qui sont nos soldats dans les hôpitaux en France. Il y a un déficit de respirateurs. En fait, il y a un déficit de places disponibles à l'hôpital pour accueillir les malades en réanimation. Concrètement, quelle pourrait être la forme de l'aide que la France pourrait apporter à l'Afrique aujourd'hui, sachant que l'Afrique, c'est une cinquantaine d'États. Même si nous prenons 10 pays, quelle pourrait être la forme de cette aide?
Bon, justement, ce que tu soulignes est assez pertinent. C'est pourquoi je pense que je reviens sur ce que j'ai dit. Sortons de l'esprit de l'aide. Parce que quand on parle d'aide, on peut s'imaginer tout de suite des cargos remplis de médicaments déversés sur l'Afrique. Moi, je parle de soutien. La manière dont la France peut soutenir l'Afrique dans cette épreuve, c'est d'abord en termes de soutien, en termes de recherche. De dire tout simplement, voici les pistes engagées au niveau de la France pour essayer de trouver des solutions, en tout cas des remèdes à cette pandémie. Au niveau africain, qu'est-ce qui peut exister? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on monte ensemble des équipes de recherche pour voir ce qui peut être fait? Ensuite, il y a le fait d'envisager, bien évidemment, le renforcement des capacités. Parce que quand on prend, par exemple, les gels hydroalcooliques, et je salue au passage, parce que j'ai vu sur les réseaux la détermination de certains étudiants maliens qui auraient fabriqué ces gels-là, j'attends leur confirmation. Mais si tel est le cas, il faut tout de suite renforcer ce dispositif en aidant, en soutenant justement ces jeunes à fabriquer davantage de gel hydroalcoolique et aussi en favorisant euh, tout ce qui peut être le respect des consignes. On sait que le confinement en Afrique est très difficile à mettre en œuvre, mais rien ne nous interdit d'avoir des conseils qui peuvent être envisagés sur place. Il faut toujours privilégier le soutien à l'aide, parce que quand on parle d'aide, malheureusement, les personnes pensent tout de suite qu'on va nous déverser des millions de masques, qu'on va nous déverser des millions de matériel, alors que l'essentiel se trouve peut-être ailleurs. L'essentiel se trouve à ces périodes-là dans le renforcement des capacités avant toute chose. Et ce renforcement de capacités, c'est dans ça que se trouve le respect, pas dans la notion de l'aide. Pour revenir à la question, à la notion de déstabilisation de certains régimes en Afrique qui a été évoquée dans cette note-là du Quai d'Orsay, il faut rappeler en fait que en France, clairement en Europe, dans une moindre mesure aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas la même réaction face à ce. Eux, tout est économique chez eux. En Europe, on va dire qu'il y a plus d'humanisme dans les politiques qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le financier qui prime. Et très clairement, il y a aussi des pouvoirs qui pourraient ne plus être renouvelés en Occident ici. Quand on prend le cas de la France, avec les beaux temps qui arrivent, par exemple, toutes les mesures, on a vu des mesures leur contraire. On a dit au peuple français, au début de la crise, que les masques ne protégeaient pas la population, alors qu'il fallait simplement dire qu'il n'y a pas assez de masques et qu'il fallait laisser les masques aux professionnels de santé, aux pharmacies, etc. Et ces comportements-là, ces mauvaises mesures-là ont conduit beaucoup de gens au cimetière aujourd'hui. Et le beau temps qui arrive pourrait être un frein, c'est-à-dire que le confinement pourrait prendre fin de fait avec l'arrivée du beau temps. Et si cela arrive, c'est-à-dire que si les Français, avec les beaux temps, défient les politiques du Premier ministre Édouard Philippe et du président Emmanuel Macron, est-ce que les craintes qui sont énumérées dans cette note-là du Quai d'Orsay ne sont pas applicables à la France elle-même? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit en termes de stabilité, euh, les États européens sont beaucoup plus menacés que les États africains. Parce que quand on prend la structure économique en Afrique, nous avons 80 à 90% de l'activité économique qui repose sur l'informel. Donc l'informel, n'est pas du tout une économie structurée. Ça repose sur les personnes et pas sur les structures étatiques. Donc l'État ne compte pas forcément sur cet argent-là pour faire son budget. Alors qu'en Europe, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on parle de pratiquement de 4 millions de Français qui seraient en chômage partiel. Aux États-Unis, c'est 10 millions de chômeurs de plus en 2 semaines. Comme je l'ai dit, la dette a explosé. Tous les projets, tous les programmes européens sont en train d'être revus. Les Européens au sein de l'Union européenne ne savent même plus sur quel pied danser. Et il y a certains États qui ne respectent même plus les mesures disciplinaires énumérées par l'Union européenne elle-même. Comme tu l'as souligné, il y a plusieurs choses à craindre. Des pays comme les États-Unis où il n'y a pas un service de sécurité sociale valable, on peut craindre le pire. Au niveau de la France ici, les médias ont déjà commencé à évoquer ce phénomène, le non-respect du confinement. Moi-même, j'ai eu certaines personnes qui m'ont affirmé que, voilà, hier, avec le beau temps, elles sont sorties, elles sont parties se promener. Donc, ça devient très difficile. Il y a
aucune force de l'ordre en quantité suffisante qui peut permettre un maillage territorial digne de ce nom dans ce type de contexte. Le contexte, la réussite de l'opération dépend du bon sens des citoyens. Et il va arriver un certain moment où les citoyens n'en pourront plus. C'est dans la nature humaine. Ensuite, il ne faut pas oublier la possibilité de pénurie alimentaire. Il y a déjà des tensions dans pas mal de magasins où les gens accourent pour aller faire les stocks. Sur Il y a les certains fêtes produits, religieuses. sur certains produits en ce moment. Voilà, sur certains produits, il y a les fêtes religieuses qui vont arriver. Les gens vont encore davantage faire du stock. Donc, tout ça doit être envisagé dans un délai assez restreint. Mais malheureusement, l'État ne sait pas concrètement quand est-ce que la pandémie prendra fin, donc ne peut pas envisager un calcul ou une prévision digne de ce nom. Donc, à partir de ce moment-là, comme je l'ai souligné au départ, la situation de déstabilisation est beaucoup plus à craindre dans les États européens qu'en Afrique. En Afrique, effectivement, il peut y avoir des choses à craindre, mais quand on prend encore une fois un pays comme les États-Unis, en plus de la crise sanitaire, les États-Unis et les Américains sont appelés à voter un nouveau président à la fin de cette année. Donc, à la situation de la crise sanitaire s'ajoute aussi une situation d'incertitude politique, de fait. Et donc, c'est vraiment des raisons qui peuvent amener à une instabilité majeure. Et comme l'Europe regarde en général du côté des États-Unis, notamment pour la reprise économique, et quand ça ne va pas chez les Américains, automatiquement, ça ne va pas en Europe. Et tout ça peut amener des mouvements de déstabilisation. Mais très clairement, on a vu que l'Europe a volé en éclats, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la date où je te parle, on est le 6 avril, il n'y a plus d'Europe. Angela Merkel, de son côté, a pris la décision de distribuer de l'argent aux entreprises sans condition. Il y a des petites PME qui ont eu 9 000 euros, il y en a qui ont eu 10 000 euros. Et c'est sans condition, c'est-à-dire qu'on va sur Internet, on fait juste la demande, on ne vous demande pas de justificatif si vous êtes une entreprise. On vous donne du cash disponible maximum sous 72 heures. Et l'Allemagne a distribué 50 milliards d'euros déjà. Et dans un pays comme la France, on est plutôt dans la littérature de la suspicion. C'est-à-dire qu'on annonce qu'on va aider les entreprises. Pour l'instant, les entreprises n'ont pas encore vu les couleurs. Il y a le chômage partiel et il y a le chômage réel et durable qui va succéder à ce chômage partiel-là parce qu'il y a des entreprises qui vont simplement, même avec toute l'aide du monde, vont disparaître de la surface de la Terre. Il y a des firmes multinationales qui vont disparaître. Il y a des compagnies d'aviation qui vont disparaître de la surface de la Terre parce qu'elles ne pourront jamais se relever. La crise des subprimes, c'était une crise minime par rapport à cette crise-là. Et comme tu l'as si bien dit, l'Afrique a la particularité d'avoir une économie informelle et donc elle est moins touchée. Ce que l'Europe est en train de vivre aujourd'hui comme cataclysme spectaculaire et exceptionnel, c'est le quotidien de l'Afrique, j'ai envie de dire. Et donc, l'Europe qui vole en éclats, l'Italie qui n'a reçu aucune aide de l'Europe, l'Allemagne qui n'a reçu aucune aide, la France qui a détourné des masques de l'Espagne et de l'Italie pendant qu'ils sont en train de compter les morts par milliers par jour. Finalement, est-ce que l'Europe n'est pas en train de vivre ce qu'elle prédit pour l'Afrique dans peut-être, parce qu'il faut peut-être attendre 6 mois pour que l'onde de choc puisse secouer l'Afrique comme elle a ébranlé l'Europe au moment où je vous parle? Oui, absolument. Je pense que cette étude-là est une étude intéressante dans ce sens, où il faut vraiment tourner l'ensemble de l'étude au cas européen, parce que ce qui a été décrit concernant l'Afrique est envisageable en Europe, à quelques détails près. Mais l'Europe est beaucoup plus exposée. Effectivement, quand on regarde les Tchèques qui ont bloqué justement les masques italiens, quand on regarde des médecins cubains qui se déplacent en Italie, alors qu'il y a quelques mois, il y avait un gouvernement italien qui était profondément contre l'immigration, quand on voit les États-Unis qui acceptent l'aide russe, il y a toute une panoplie, tout un pan des relations internationales qui est en train d'être modifié. Et cette modification-là ne va pas être sans conséquences. À la fin de cette pandémie, bon, je dis à la fin en étant optimiste, parce que jusqu'à ce jour, personne ne peut dire si ça prendra fin un jour, en tout cas on le souhaite, on est dans le domaine de l'incertitude. Mais à la fin de cette pandémie, je pense que l'Afrique pourrait mieux s'en sortir que la plupart des pays européens,
Bien sûr, l'Europe a de la ressource, il y a de la marge, il y a encore beaucoup de marge, mais si les Africains parviennent à tirer les leçons de cette crise en adoptant des mesures responsables, en se mettant ensemble à envisager l'avenir ensemble et en adoptant des réformes structurelles importantes, l'Afrique peut mieux résister que la plupart des pays européens. Parce qu'au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier que l'Afrique est le continent qui ravitaille la plupart de ces pays en matières premières. Et donc, quand la crise prendra fin, il va y avoir une volonté de relancer l'économie et l'économie passe par se doter de matières premières. Et ces matières premières-là sont où? Ces matières premières se trouvent en Afrique. Maintenant, il appartient aux dirigeants africains de tirer toutes les conséquences de cette crise et de se mettre au travail pour adopter des mesures tout à fait responsables et envisager le futur ensemble. Cette crise, en fait, dans chaque crise, il y a des opportunités. S'il y a une opportunité qu'offre cette crise actuelle, c'est deux choses. C'est la capacité pour les États africains de revenir au sens de la solidarité dans le contexte africain, à la vraie solidarité, en discutant ensemble, en mettant en avant le respect et en tenant justement les promesses. Ensuite, il y a la notion de responsabilité. Il faut que les États, parce que cette crise a mis à jour la défaillance de nos États, la défaillance des systèmes sanitaires, la défaillance de notre économie, et donc à partir de ce moment-là, il faut en tirer les conséquences et adopter une attitude responsable pour pouvoir résister à la fin de cette crise. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on regarde, rien ne peut se faire sans la confiance. La confiance, elle est rompue aujourd'hui entre la plupart des États européens. La confiance est rompue d'une certaine manière avec les États-Unis, parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le, le, le slogan américain, c'était de défendre l'Europe, d'être solidaire de l'Europe. Mais quand on voit que des Américains sont partis acheter des masques qui étaient destinés à la France 4 fois le prix initial pour les détourner vers les États-Unis, je pense que cette solidarité-là a volé un éclat. Je reviens encore à la citation de Toto Diarra, hein, parce que qui disait que celui qui prétend te protéger a d'abord besoin que tu aies peur. Finalement, avec toutes les analyses que tu as dit, les matières premières sont en Afrique, l'Europe vole en éclats, et il y a un déficit de confiance à l'intérieur des États en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple français ne fait pas confiance à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe pour les protéger face au coronavirus. Est-ce que finalement, en prédisant une déstabilisation de l'Afrique, le Quai d'Orsay n'est pas en train de se projeter parce que, qu'on le veuille ou pas, la France fait plus de projections sur l'Afrique que l'Afrique n'en fait sur elle-même. Et donc, est-ce que finalement, le Quai d'Orsay n'est pas en train de se projeter sur l'Afrique pour pouvoir être en pole position sur les matières premières de l'Afrique pour se relancer dans la phase post-coronavirus? Bon, je pense que c'est quelque part, on peut dire, c'est de bonne guerre. Un pays qui réfléchit au futur en pensant à sa relance économique, on ne peut pas lui reprocher cela. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les Français, en tout cas les autorités françaises, aient en conscience et il faut l'avoir tout le temps, pas simplement dans les discours. Il faut l'avoir en conscience que, au niveau de la France, le destin de la France est lié à celui de l'Afrique depuis fort longtemps. Et il appartient à la France, justement, de mettre en place des dispositions pour que ce partenariat gagnant-gagnant, qui a si bien été dit pendant de longues années dans les discours, soit effectif. Même si beaucoup n'y croient pas, parce que dans les relations internationales, il y a toujours un gagnant et un perdant, mais il faut que l'Afrique aille mieux. Il faut que l'Afrique aille mieux et que cette Afrique-là ne continue pas à être marginalisée ou simplement continue à être un continent qui fournit simplement de la matière première sans être capable de valoriser elle-même ses compétences. C'est ce que j'ai dit. Moi, le volet sur lequel j'insiste le plus, c'est le volet qui consiste à renforcer les capacités. Le renforcement des capacités au lendemain de cette crise doit être orienté vers l'agriculture, vers l'écologie, vers l'économie, vers le social, parce que, en termes clairs, les Français connaissent ce sujet-là et doivent, en tout cas, ils peuvent pas soutenir toute l'Afrique dans ce contexte, mais doivent soutenir les États avec lesquels ils ont une longue tradition de coopération pour aider ces pays-là à renforcer leurs capacités et à être beaucoup plus armés
face à d'éventuelles crises futures. C'est comme ça que je vois l'évolution de la situation. Si on avait été des diplomates, j'aurais applaudi à ce que tu viens de dire. Il se trouve que l'Italie est plus proche de la France que le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Algérie. La France n'a non seulement pas aidé l'Italie pendant que les gens mouraient par centaines par jour, et au-delà de ça, la France a détourné des commandes de masques et Dieu seul sait aujourd'hui l'importance des masques dans le processus de protection contre le coronavirus. Est-ce que finalement, eu égard à notre vécu avec la France depuis l'indépendance, depuis la période avant l'indépendance, les 60 années d'indépendance, est-ce qu'on peut faire confiance à la France en Afrique aujourd'hui pour combattre le coronavirus? Bon, je pense qu'en termes de relations internationales, la confiance, elle est réduite de fait parce que les États, c'est une scène sur laquelle chaque État vient défendre ses intérêts. Si l'Afrique se met ensemble par bloc, parce qu'on sait qu'un seul pays africain, en général, ne fait pas le poids devant ces puissances-là. Donc, il faut qu'on change notre méthode de fonctionnement, qu'on change notre logiciel et qu'on apprenne aussi à gérer nos affaires internationales en pensant à nos intérêts. Et ces intérêts-là doivent être discutés par plusieurs pays en même temps pour pouvoir apporter un poids dans la balance. Parce que le problème, il réside là. Si nous continuons à imaginer la relation internationale en pensant à des valeurs humaines, je comprends bien, c'est dans l'ADN des Africains que nous sommes, de penser justement aux valeurs humaines, mais sur la scène internationale, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les États se rencontrent et discutent avant tout en pensant à leurs intérêts. Donc, si demain il faut négocier tel ou tel processus, il faut que chaque État ou chaque groupe d'États le fasse face à une puissance en pensant à ses propres intérêts. Vous savez, moi, j'ai évoqué à un certain moment le rôle égalisateur de certaines crises ou de certaines menaces. C'est un peu comme si toi, tu possèdes une Ferrari et moi, je possède une 2 chevaux. Mais quand on arrive au niveau du feu rouge, nous sommes tous les deux sur la ligne de départ, on est obligé de s'arrêter tous les deux. Donc, le feu rouge joue le rôle d'égalisateur. Cette crise-là, cette pandémie joue le même rôle. Avant cette pandémie, la menace terroriste jouait le même rôle. Tous les États se retrouvent face à la même menace sur le même pied d'égalité. Même les terroristes eux-mêmes sont face à cette Voilà, menace. exactement. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc, les nations qui ont collaboré ensemble, qui ont coopéré ensemble pendant de longues années, pendant de longs siècles, doivent aujourd'hui revenir à la notion de responsabilité pour voir effectivement le lien au niveau de la destinée, dire tout simplement que nous avons un destin commun, c'est de réfléchir ensemble comment les uns et les autres peuvent aller mieux. Même si les plus pessimistes ne croient pas au partenariat gagnant-gagnant, je peux les comprendre, mais il faut qu'on ait le souci que chaque État aille mieux par ses citoyens. Et la condition africaine n'est pas acceptable. Quand on regarde, on peut être révolté. Il faut regarder l'état de nos hôpitaux, il faut regarder l'état de nos toilettes, il faut regarder l'état de nos écoles, il faut regarder l'état de nos rues, l'état de nos marchés. Je pense que même au Moyen Âge, ce sont des choses qui n'existaient pas. Nous sommes au XXIe siècle. Je ne mets pas tout ça sur le dos de la France. Bien au-delà, comme je l'ai dit aussi dans l'une de mes interventions, ce n'est pas la France qui va venir nettoyer nos hôpitaux. Mais s'il y a quelque chose à prendre en compte à la sortie de cette crise, je le répète encore une fois, c'est la notion de responsabilité. Il faut qu'on ait à cœur justement d'avancer et d'offrir à nos États une image de conditions de vie aux citoyens acceptables qui ne sont pas ces conditions déplorables. Moi, j'entends beaucoup les indignations concernant le fait qu'un vaccin serait testé en Afrique, ceci, cela. Les Africains ne sont pas des cobayes, mais il faut aller au-delà justement de la simple dénonciation. Nous savons qu'il y a des États africains qui, jusqu'à présent, ne sont pas capables, ne serait-ce que d'organiser une Coupe d'Afrique par manque de stade. Comment pouvons-nous expliquer cela? Donc, il y a la notion de responsabilité qui revient à chaque fois. Avant de s'insurger contre une décision, de dénoncer une décision, il faut d'abord être sûr. Qu'est-ce qui nous dit que nos patients qui quittent l'Afrique et qui viennent se soigner dans les hôpitaux européens ne sont pas de facto des cobayes, puisque
et quittent le pays sans dossier médical. Ce sont des questions à se poser. Est-ce que notre combat en tant qu'Africains a été de mettre nos hôpitaux dans les normes? Est-ce que chacun d'entre nous, lorsqu'un de nos proches entre à l'hôpital, est-ce que nous exigeons un dossier médical? Est-ce que ce dossier médical-là est suivi? Donc, je pense que quand on s'engage dans un combat, il faut commencer au bon niveau. Et je le dis encore une fois, mon souhait, c'est que, en tout cas, si nous avons la chance de voir la fin de cette pandémie, il faut que nous soyons dotés d'une notion de responsabilité pour faire face aux défis futurs. Et tu as évoqué hein, l'aide, la vaccination, etc. Ce que j'ai envie de te demander par rapport à ça, quelle que soit l'aide, quel que soit le respect ou le non-respect qui va avec ce que toi tu appelles une coopération, un soutien, est-ce que nos chefs d'État en Afrique sont en position de refuser quoi que ce soit? Bon, refuser, je pense que oui, dans les propos. Mais après, comme je l'ai évoqué, Moi, je et tu parle le dans sais les très bien, faits. Moi, je veux dire dans les faits, est-ce que on y va avec du respect ou qu'on n'y va pas avec du respect? Qu'on y va avec une trompette ou pas? Est-ce que les chefs d'État africains aujourd'hui sont en position de refuser dans les faits l'aide, quelle que soit la forme et le contenu avec lequel on va leur présenter? moi, je vais te retourner une question. C'est de savoir lorsque tu bénéficies d'une aide budgétaire. C'est comme si chaque matin, on venait te donner de l'argent pour acheter à manger pour ta famille. Est-ce que la personne qui te donne de l'argent chaque matin pour te permettre de nourrir ta famille, tu es susceptible de lui dire non? Tu peux lui dire non, mais ça va avec la conséquence. C'est pourquoi il est très important, encore une fois, qu'on soit responsable et qu'on se mette rapidement sur la même longueur d'onde pour régler ces problèmes qui subsistent. Je pense que très concrètement, moi, je suis convaincu là-dessus que nous pouvons arriver non seulement à l'équilibre budgétaire, mais aussi chaque État, en tout cas moi c'est mon souhait, chaque État peut avoir une trajectoire en se disant d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, il faut que je puisse me débrouiller en réduisant au maximum possible l'aide budgétaire. Parce que tout simplement, il y a une notion très claire. On dit que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis d'accord. Un chef d'État n'est pas n'importe qui. Il peut refuser, mais derrière, est-ce que ce refus-là est concrétisé dans les actes? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, on a vu hein, les États-Unis qui ont multiplié par plusieurs le prix d'achat des masques, de cargaison de masques. Je crois que c'était au niveau de 2 vols hein, sur 2 commandes. Les États-Unis ont multiplié l'offre que la France elle avait faite et ils ont détourné les avions pour les amener chez eux. On a vu aujourd'hui que les États-Unis, chose inimaginable, ont accepté l'aide des Russes. Et je pense aussi que la Chine va venir. Cuba, qui est un État noir en partie, qui apporte son aide à l'Italie, qui est une nation qui n'a jamais caché ses velléités nazies. Et est-ce que tu penses que dans la période post-coronavirus, on va avoir un rééquilibrage des positions géopolitiques? C'est-à-dire que est-ce que les États-Unis, finalement, ne vont pas se rapprocher de la Russie et délaisser l'Europe de l'Ouest? Non, je ne pense pas à ce scénario, mais je pense plutôt à l'émergence peut-être d'un nouvel ordre mondial dominé soit par la Russie, soit par la Chine. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'économie américaine est une économie très puissante et très forte et qui peut résister encore pendant plusieurs années, même si il y a des périodes de choc, comme c'est le cas actuellement. Il ne faut pas oublier que ce soit la Russie ou la Chine, ils ont pas mal de défis internes à gérer. Pour l'instant, on assiste à quelque chose de vachement intéressant.
il est très difficile de prédire l'avenir, mais je ne crois pas à un bouleversement de ce type-là. Les États-Unis vont essayer de se redresser, de tirer l'Europe dans leur sillage, mais il y a de facto une relation de respect des uns vis-à-vis des autres qui va s'installer. Et moi, ce que je souhaite effectivement que la coopération internationale soit une coopération internationale plus respectueuse de certaines valeurs. Parce que, comme je l'ai dit, l'opportunité de cette crise, c'est de nous avoir en tout cas montré l'existence de relations de type humain au niveau des États. Comme tu l'as dit, des États qui viennent aider d'autres États, chose qui était inimaginable il y a encore quelques semaines. Tout ça va permettre, en tout cas, à certains dirigeants de réfléchir et peut-être d'agir autrement. Aujourd'hui, très concrètement, quand on regarde du côté des États-Unis, le mur qui était prévu avec le Mexique, est-ce que, voilà, quelque part, ce mur-là n'est pas en train de protéger finalement les Mexicains? Donc, à partir de ce moment-là, il y a une remise en question qui doit s'opérer à ce niveau. Et voilà, le souhait, en tout cas pour l'instant, on peut émettre que des souhaits. Il est très difficile de prédire l'avenir dans ce contexte-là parce que nous sommes dans un monde de plus en plus imprévisible. On ne sait pas après le Covid-19 quelle va être la future crise ou quelle va être la future reprise économique. C'est à partir de ce moment-là qu'on va peut-être déterminer ce qui pourrait se passer. En tout cas, je tiens à te remercier pour cet échange-là qui est très enrichissant. J'espère que ça va être de même pour nos spectateurs. La maison RP Média, la porte est ouverte. Tu es le bienvenu quand tu veux. Donc, merci infiniment de nous avoir partagé ton analyse sur cette note-là du Quai d'Orsay qui prédit quelque chose de très, très négatif dans les États africains, allant jusqu'à la déstabilisation de certains régimes. Merci beaucoup, Boubacar Salif Traoré, et à très bientôt à tous les spectateurs. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Merci pour tout. Au revoir.